fait quelques rappels sur les chemins différenciables et les chemins différenciables par morceaux pour parler ensuite de l'intégration sur un chemin. U est un ouvert non vide de C, un chemin. Alors ça, c'est des rappels parce que ça a déjà été fait dans le chapitre sur les formes différentielles. Donc je vais aller très vite. C'est un chemin différentiable ou un chemin C1 sur un ouvert U. C'est une fonction C1 définie sur un segment de R à valeur dans U. Voilà. Et donc de classe C1. C'est un chemin qui relie l'origine gamma A du chemin à l'extrémité gamma B du chemin. C'est un lacet, chemin fermé, si gamma A égale gamma B. Gamma de AB est une partie de U appelée support du chemin gamma. Comme AB est compact, gamma de AB est un compact. Hein. Donc le support est compact. Hein. Le support est un compact de C. Voilà. Alors ensuite, soit ρ ou en phi plutôt, un chemin différentiable de CD dans U, et θ, un C1 difféomorphisme de AB vers CD, c'est-à-dire bijection plus θ et θ- soit son C1. Bon, il suffit pour ça, parce qu'on est sur des segments, que θ soit continu strictement monotone de classe C1, et que θ' ne s'annule plus, donc qu'il soit positif ou négatif, puisqu'elle est continue. Hein. Car alors, θ-1 est continu, ça vient de ça, et θ-1 est dérivable, parce que on a supposé que θ était dérivable, et on sait que la dérivée est égale à ça, continue donc. Pour résumer, θ doit être C1 strictement monotone, tel que θ' est positif ou θ' négatif. Si θ est un C1 difféomorphisme, alors gamma égale phi rond θ est un chemin différentiable de AB vers U, c'est évident, et les supports sont les mêmes. Chemin différentiable équivalent, donc on a deux chemins, ils sont équivalents s'il existe un C1 difféomorphisme θ de AB vers CD, tel que l'on a ça. On a déjà vu que c'est une relation d'équivalence sur l'ensemble des chemins différentiables sur U. On note comme ça, et on vient de voir que si on a ça, ils ont le même support. Si de plus θ est strictement croissante, alors on dit que gamma et phi ont le même sens. On a alors une autre relation d'équivalence qui dit que cette fois-ci, il faut être équivalent au sens d'avant, plus de même sens. Bon, ça aussi, c'est une relation d'équivalence déjà vue. Si gamma est équivalent à phi, ancienne, enfin celui-là, alors soit ils ont même origine, même extrémité, soit il y a un échange des deux si les sens sont opposés. Chaque classe est appelée un arc géométrique et chaque chemin appartenant à un arc, donc un représentant de l'arc, est appelé un paramétrage possible de l'arc. Chemin opposé ou chemin différenciable, alors on se donne un chemin différenciable, d'accord. Le chemin opposé, c'est le chemin qui fait ça, d'accord, défini comme ça. Donc il est égal à, en fait j'ai gamma qui est égal à rho θ, rho rond θ, où θ c'est l'application qui a t appartenant à AB donne a plus b moins t appartenant à AB, qui est une bijection de AB sur AB, hein, et θ est égal à t-1 parce qu'on a cette équivalence. θ et t-1 sont des fonctions affines et bien sûr elles sont C1. Notation comme ça, et elles sont équivalentes et elles sont de sens opposé. L'origine et l'extrémité sont échangées. Tout ça, ça a déjà été fait. Chemin différentiable par morceau sur un intervalle I, donc gamma va d'un intervalle I vers U, continu, tel qu'il existe une subdivision de I, tel que pour chaque cas, pour chaque segment de la subdivision, eh bien on a la restriction gamma K de gamma qui va nous donner un chemin différentiable de IK sur U. D'accord? Donc gamma K est bijectif, gamma K-1 sont de classe C1. Gamma A est l'origine du chemin, gamma B est l'extrémité. Là aussi on dit qu'on a un lacet si gamma de A est égal à gamma de B, et on appelle support gamma de AB, l'image de AB par gamma. On est dans U, bien sûr, le support est dans U. Soit gamma, un chemin différentiable par morceau. On sait que gamma est continu sur AB, dérivable sur tout chemin comme ça, enfin sur tout segment comme ça, avec une dérivée à gauche en tout à k, k supérieur ou égal à 1, et une dérivée à droite en tout à k, quand k est inférieur à n.
Donc au plus n-1 discontinuité pour gamma prime. Si phi est un chemin différentiel par morceau sur CD, le CD dans U, donc avec une subdivision comme ça, et θ, c'est un difféomorphisme de AB vers CD. Θ, si θ est croissant, θ-1 de C0 est égal à A, θ-1 de C0 est égal à A, θ-1 de C1, etc., jusqu'à θ-1 de Cn égale B, est une subdivision de AB, et gamma égale phi rond θ, va être un chemin différentiel par morceau de AB vers U, parce que gamma est continue, et qu'elle est dérivable sur chacun de ces trucs-là, et parce que gamma k, avec les notations bien connues, est égal à phi k rond θ, et gamma k est égal à C1. Donc par composition, C1 et C1, ça fait C1. Idem si θ est décroissant, en prenant cette subdivision. Il est évident que gamma dérivable en AK équivaut à phi dérivable en BK si θ est croissant, ou Bn-K si θ est décroissant. Si phi, gamma sont des chemins différentiels par morceau, d'accord, on dit qu'ils sont équivalents, parce que ça sera une relation d'équivalence. S'il existe un C1 difféomorphisme comme ça, tel que c'est la même définition que pour les chemins différentiels. La remarque précédente permet d'avoir la subdivision de AB à partir de CD et inversement pour mettre en rapport les discontinuités de phi' et gamma'. On montre que c'est une relation d'équivalence sur l'ensemble C'U des chemins différentiels par morceau sur U. Si θ est croissant, phi et gamma sont de même sens, sinon, si θ est décroissant, sont de sens opposé. On a aussi sur Cu', la relation d'équivalence, gamma en relation avec phi, si gamma est équivalent à phi et que gamma et phi ont le même sens. Chemin opposé, un chemin différentiel par morceau, gamma, d'accord. Alors, phi, c'est le chemin phi, là, défini sur AB aussi, et qui va être un chemin par ça, qui est donc un chemin différentiel par morceau, AP opposé de gamma et noté moins gamma. Parce que là encore, j'ai θ qui fait ça, C1 qui est un C1 difféomorphisme, et θ égale θ moins 1, et phi est égal à gamma rond θ. Donc ils sont équivalents, et en plus ils ont des sens opposés. Parce que θ est décroissant. Chemin juxtaposé. Donc on a deux chemins. La juxtaposition, c'est le chemin qui est défini comme ça. Ça consiste à les mettre bout à bout. On a déjà fait ça dans le fameux chapitre sur les formes différentielles, j'y reviens pas. C'est un chemin différentiel par morceau. La subdivision de celui-là, c'est la réunion des deux subdivisions de gamma 1 et gamma 2. Et par récurrence, on peut définir comme ça. C'est-à-dire la juxtaposition de n chemins. Il est évident que tout chemin différentiel par morceau est la juxtaposition des gamma 1, gamma 2 jusqu'à N, c'est-à-dire les restrictions de gamma k, quand on prend les subdivisions de AB avec le chemin gamma. D'accord? Donc, tout chemin différentiel par morceau est en fait la juxtaposition de chemins différentiels. Voilà. Ce chemin-là, je l'ai appelé gamma. Remarque, si gamma est un chemin différentiable ou différentiel par morceau sur U, il existe un chemin qui, au lieu d'être sur AB, va partir de 0,1 vers U, équivalent à l'autre. Il suffit de prendre phi égale gamma rond θ, où θ est défini par t appartenant à 0,1, donne tb plus 1 moins t a, qui appartient à AB. Alors c'est bien croissant ça, parce que quand on dérive, ça fait b moins a, d'accord? C'est un C1 difféomorphisme croissant, et donc, évidemment, comme on a ça, phi et gamma sont équivalents. Exemple de chemin, le segment.
qu'on peut noter comme ça, qui est défini comme ça, qui relie A à B et qui est C1 différentiel. Le cercle, ou une portion de cercle, c'est-à-dire un arc, là je vais prendre le cercle en entier, c'est un lacet C1 différentiable. D'accord? Gamma 0 égale gamma 1 égale oméga plus R. Le triangle, qui est obtenu en juxtaposant 3 segments, alors lui aussi c'est un lacet. Alors là, c'est différentiable mais par morceaux. D'accord? Bon, je vous laisse reprendre la définition de la juxtaposition et appliquer ça d'abord à ces deux chemins. On obtient à ce moment-là un chemin et ensuite on va le juxtaposer à celui-là et on obtient ces formules-là, c'est facile. Différenciable donc par morceau. On dit, mais on l'a déjà fait, hein, que si x, y appartiennent à U, ils sont joignables par un chemin s'il existe un chemin différentiable par morceau. Vérifions ça. Remarque, si gamma est une application de AB vers U, que j'appelle petit x la partie réelle, petit y la partie imaginaire, donc ce sont des fonctions de AB dans R, gamma est égal à x plus y, évidemment, gamma et C1 différenciable, respectivement différentiable par morceau, si et seulement si x et y sont C1 différentiables, respectivement par morceau. Rappel, une partie A non vide de C est connexe par arc, si deux points quelconques de A sont toujours joignables par un chemin différentiel par morceau. A est convexe, si A est convexe, alors A est connexe par arc. Bon, bah, c'est évident, parce que là, on relie par un segment à ce moment-là. Bon, un segment, c'est un chemin particulier. A connexe par arc implique connexe, et si U est un univers non vide de C, on a l'équivalence entre connexe et connexe par arc. Ça, cours de topologie. Une partie A non vide de C est dite étoilée en Z0 appartenant à A. C'est pour tout Z appartenant à A, le segment Z0A, Z0Z, est inclus dans A. Alors, A est connexe par arc, donc connexe. Connexe par arc, pourquoi? Parce que si je prends deux points Z, Z', je relie Z à Z0, puis Z0 à Z', et j'obtiens comme ça un chemin différentiel qui relie Z à Z'. Primitive d'une fonction continue f définie sur un U vers U de C à valeur dans C. Toute fonction grand F de U vers C dériva telle que sa dérivée est égale à f. Sur un segment AB de R, si f est continu, on a une primitive f qui est donnée par x appartenant à AB, et on intègre somme de A à x de f de t dt. Comment faire si A est remplacé par un nombre complexe, Z0 appartenant à U, et x par z appartenant à U? Il n'y a pas qu'un chemin qui va de Z0 à Z, il peut y en avoir une infinité. Supposons que gamma soit un chemin, C1 différentiable de... Alors là, je prends en plus C1 différentiable, même pas par morceau. De AB vers U, vérifiant gamma A est égal à Z0, gamma B égale Z. L'idée va être de remplacer Z par gamma de t, de faire une sorte de changement de variable, dans la notation f de z dz. Ce qui nous amène à écrire somme de A à B de f de gamma dt, gamma prime dt, puisque z égale gamma t, ben on a envie de dire dz égale gamma prime de t dt. D'accord? D'où la définition, si f est continu de U vers C et gamma un chemin C1 différentiable par morceau, cette fois-ci, de AB vers U de subdivision associée, eh bien, on remarque que cette fonction-là est continue, bien sûr, et que gamma prime est continue sur chacun des segments. Donc, en fait, chacune de ces intégrales-là existe. On appelle l'intégrale de f le long du chemin gamma, le nombre complexe, qu'on va noter comme ça ou comme ça, somme de k égale 0 à n-1 de somme des ak à k plus 1 de f de gamma t, gamma prime de t dt. Voilà. Avec les conventions habituelles, ben, f de x plus y est égal à p de xy plus iq de xy
si xy appartient à u', u' c'est l'ensemble des xy tels que x plus y appartient à u, pardon, c'est un ouvert. Hein. On a alors, si gamma est égal à x plus y, ben, cette intégrale qui va être égale, et là ben, vous avez f de gamma de t, hein, donc c'est en x de t, y de t, hein, et puis là vous avez gamma prime de t, voilà, et on fait cette somme. Le cours d'intégration nous dit que cette intégrale est indépendante de la subdivision qu'on choisit pour AB, je ne reviens pas là-dessus. Si phi et psi sont des chemins différentiables par morceau et équivalents, hein, j'aurais pu écrire équivalent, eh bien, si gamma et psi et phi ont le même sens, on a l'égalité des deux intégrales. S'ils ont des sens opposés, elles sont opposées. Démonstration, on a gamma, on a phi, on a un difféomorphisme, on a gamma égale phi rond θ, on a une subdivision de AB, on sait qu'à ce moment-là, celle-là, c'est une subdivision de CD. Somme de f le long de gamma, c'est la somme de 0 à n-1 des sommes des AK et K plus 1 de f de gamma t, gamma prime de t dt, ce qui nous fait la somme des f de, alors gamma ben, c'est phi rond θ de t, et puis la dérivée gamma prime de t, ben, c'est phi prime en θ de t multiplié par t prime de t. Donc on va faire le changement de variable u égale θ de t et on se retrouve avec ça, f de phi de u, phi prime de u du. Et comme on met bout à bout, eh ben on va trouver cette intégrale, somme de θ a0 jusqu'à θ à n de f de gamma u, f de phi de u, phi prime de u du. Alors si gamma et phi ont le même sens, θ est croissant, θ a0 va être égal à c, θ à n égale d, et là on retrouve bien les deux intégrales égales. Et si c'est des sens opposés, θ est décroissant, θ a0 égale d, et θ à n égale c, donc on va se retrouver avec somme de d à c. Donc pour avoir somme de c à d, on met un moins devant, et on obtient donc somme de f le long de gamma est égal à somme de l'opposé de somme de f le long de phi, d'où le résultat. Une remarque très rapide que j'aurais pu mettre un petit peu plus tôt. On a un ouvert u de c, une fonction définie sur u. Alors dans c, on suppose qu'elle admet une primitive, c'est-à-dire une fonction f de u vers c telle que dérivable, telle que la dérivée est égale à f, petit 1. Si k appartient à c, alors g égale f plus k est une primitive de f, ça c'est évident. Et 2, tout aussi évident, si u est connexe, donc c'est un ouvert et il est connexe. Et si on a une fonction g de u vers c, et si c'est une primitive de f, alors il y aura une constante k appartenant à c, telle que g égale f plus k. La première démonstration est évidente, puisque comme g est égal à f plus k, il est dérivable, et sa dérivée c'est f' plus grand f', c'est-à-dire f plus 0. Et la deuxième, c'est pareil, parce que la dérivée de g, comme la dérivée de grand f, c'est petit f, donc ça veut dire que g moins f est dérivable et que sa dérivée c'est 0, et comme on est sur un connexe, on est sûr qu'il existe k, tel que g moins f égale k, ce qui nous fait bien g égale f plus k. Théorème, grand f, une fonction de classe C1 de l'ouvert u de c vers c, petit f sa dérivée, gamma un chemin différentiable par morceau, donc dans l'intervalle t0, tn, alors il y a une subdivision entre les deux, hein, t0, t1 jusqu'à tn, vers u d'origine a égale gamma t0, d'extrémité b égale gamma tn. On a alors somme le long de gamma de f est égal à f de b, grand f de b, moins grand f de a. Si gamma est à la 16, ça fait 0. Voilà, donc on va démontrer d'abord le petit 1. On revient à la définition. Hein. Voilà. Et puis là, on reconnaît la dérivée de f de gamma de t. Et donc on fait les sommes. Là. Et donc finalement, on va obtenir, comme c'est des sommes de 0 à n-1, on va partir de t0, on va arriver à tn. Donc on va prendre f de gamma tn moins f de gamma t0 égale f de b moins f de a. Si c'est à la 16,
Les deux sont égaux, donc effectivement l'intégrale est égale à 0. Une petite remarque qu'on aurait pu faire précédemment, si petit f est un ouvert u de c vers c continu, que gamma est un chemin différentiable par morceau, gamma prime est continue, sauf en un nombre fini de points où elle a de toute façon des limites à gauche et à droite, puisqu'elle est continue sur la dérivée est continue sur chacun des intervalles fermés de la subdivision. Donc en fait elle est bornée gamma prime, ce qui suffit à assurer, à dire que cette fonction est intégrable et à assurer son existence. Il n'y a que le calcul de l'intégrale qui demande de passer par les différents intervalles de la subdivision. Fg est continue d'un ouvert U de C vers C, lambda appartenant à C, gamma est phi de chemins différentiables par morceau, il y en a un, voilà, comme ça. Alors, somme de lambda f plus g est égale à lambda, c'est la linéarité, hein, somme de f plus somme de g, c'est en fait la linéarité de l'intégrale. Hein. Si gamma est un lacet constant, donc t appartenant à b donne 0, bah, l'intégrale est nulle. Si f, ah oui, l'intégrale du chemin opposé est égale à moins l'intégrale du chemin, et puis quand on fait une juxtaposition de chemin, f de gamma u union, on va dire, phi est égal à somme de f le long de gamma plus somme de f le long de phi. Bon, lambda f plus g continue, donc ça c'est intégral, ça c'est égal à ça, tout va très vite hein, parce que c'est la linéarité de l'intégrale. Si gamma est constant, eh ben ça va faire z0 et ça fait 0, on intègre 0, ça fait 0 la tête à Toto. Le chemin opposé c'est celui-là, donc quand on intègre le long de gamma, ça fait somme de A à B de f de gamma plus b moins t multiplié par, alors, gamma prime de, quand je dérive ça, ça fait moins gamma prime en a plus b moins t, voilà, dt, et quand je fais le changement de variable u égale a plus b moins t, je vais encore avoir un moins supplémentaire, donc j'en ai deux, somme. Et là, quand je remplace u par, quand je remplace t par a, ben, ça me fait b, quand je remplace t par b, ça me fait a. Donc j'obtiens ça. Ça se supprime, mais comme il faut échanger les deux bornes, il y a un moins qui intervient, et donc ça fait bien moins l'intégrale de f le long de gamma. 4, quand je juxtapose, je rappelle la définition, hein, on a déjà vu que c'était un chemin différentiable par morceau, donc je peux faire ça, qui est égal à ça, qui est égal à somme. Alors j'intègre d'abord entre A et B, puis j'intègre entre B et B plus D moins C. Donc là ça fait ça, et puis là ça fera ça. Bon, je me contente de la dérivée, ça fait 1. Donc la première, bah, je reconnais ça, puis pour la deuxième, je fais le changement U égale C plus T moins B. Donc quand T prend la valeur B, bah, ça fait C. Quand T prend la valeur B plus D moins C, et bien ça prend la valeur D, et j'obtiens ça. Voilà, terminé. Exemple, ou bon, un exemple stupide, mais bon, ça c'est continu, je prends gamma. Alors soit si je le calcule en faisant somme de f rond gamma t, gamma prime de t, bah, ça va me faire ça. Bon, je vous laisse vérifier là, que j'intègre après, et donc ça fait ça. Et puis soit je le fais directement, je remarque que petit f, il admet une primitive qui est grand F égale Z4 sur 4 moins Z3 sur 3, pardon, voilà. Donc il y a quand même des erreurs qui ont été commises. Et donc ça fait que ça c'est f d'après ce qu'on a vu avant, f de gamma 1 moins f de gamma 0. Alors f de gamma en 1, alors gamma en 1 c'est exponentielle i, donc ça fait exponentielle 4i sur 4 moins exponentielle 3i sur 3, et puis en 0 ça fait 1, donc moins 1 quart plus 1 tiers. Voilà. Eh bien je compare les deux, et évidemment c'est la même chose. Théorème. F est une fonction définie sur un ouvert connexe U de C valant dans C qui est continue. On a les équivalences suivantes.
1, f admet une primitive grand F sur U, ça veut dire que grand F est dérivable et que sa dérivée est égale à F. Petit 2, il existe une fonction grand F de U vers C telle que, quel que soit le chemin différentiable par morceau, somme de gamma de F le long de gamma est égale à F de gamma B moins F de gamma A, deux extrémités. Petit 3, somme de F le long de gamma est égale à 0 quel que soit le lacet. L'intégrale, petit 4, l'intégrale ne dépend pas du chemin, ça veut dire quoi? Quel que soit Z0, Z1 appartenant à U, quel que soit gamma et phi des chemins différenciables par morceau reliant Z0 à Z1, eh bien, somme de F le long de gamma est égale à somme de F le long de phi. Démonstration 1. Quand on a ça, on a déjà vu qu'on avait ça. Si on a ça, ben on a ça parce que gamma B est égal à gamma A. Donc ça, c'est déjà traité. 3 implique 4, donc on suppose que pour les lacets, ça fait 0. Mais on considère ça, juxtaposition de gamma et de l'opposé de phi. On est ici. Donc, supposons gamma et phi. Donc on appelle alpha la juxtaposition, donc définie sur un intervalle UV. Alpha de U, ça va être gamma en A, qui vaut Z0, puisque gamma, il relie, sont des chemins qui relient Z0 à Z1. Donc ça fait, on part de Z0. Et puis alpha en V, ça va être égal à moins phi en D. Moins phi en D, c'est phi en C, et ça, c'est Z0 aussi, puisque, bah, pareil, hein, il relie phi, relie Z0 à Z1. Donc en fait, on a un lacet. Et donc on a ça, d'après nos hypothèses. Et donc, ça nous fait ça. Et donc ça fait ça, et donc ça fait ça. Voilà. 4 impliqués, on fixe Z0 appartenant à U, soit Z appartenant à U. U est un ouvert connexe de C, donc U est connexe par arc. Il existe donc un chemin différentiable par morceau, gamma, qui relie Z0 à Z. Cette intégrale ne dépend que de Z. D'accord? Elle est définie pour un chemin qui relie Z0 à Z. Voilà. Donc elle dépend que de Z. La variable, c'est l'extrémité du chemin. On pose grand F, qui a Z appartenant à U, donne ça. Et on va démontrer que grand F est dérivable et que sa dérivée est égale à petit f. Soit epsilon positif, F est continu en Z, donc il existe nu positif tel que ça implique ça. Soit phi, bon ça c'est un chemin différenciable, hein. Et on a bien ça qui appartient à cette boule, puisque module de TH inférieur ou égal à module de H inférieur à M. Phi relie Z, bah oui, pour T égale 0, à Z plus H, T égale 1. On fixe le chemin gamma reliant Z0 à Z, et on considère le chemin psi, qui est la juxtaposition des deux. D'accord? Donc lui, il va relier gamma de A qui vaut Z0, à phi de 1 qui vaut Z plus H. Ok? Psi relie Z0 à Z plus H. Donc, alors, comme c'est une juxtaposition, on a ça. Et donc, ça nous fait... Alors ça, comme ça relie Z0 à Z plus H, c'est F de Z plus H. Et ça relie Z0 à Z, donc c'est F de Z, plus ça. Alors je prends H différent de 0 et j'étudie ça. Je vais démontrer que la limite de ça quand H tend vers 0 est égale à F de Z. Donc ça nous fait ça, et je l'appelle U de H sur H. La fonction G, constante, hein, continue, primitive Z, somme de G le long de phi, ça va être quoi? Ça va être G de phi de 1 moins G de phi de 0. Phi de 1 c'est Z plus H, donc G ça va faire Z plus H, moins, et phi de 0 c'est Z, donc ça va faire Z, ça fait H. Donc U de H est donc égal à... alors c'était ça, U de H c'était ça. Le H là, je peux le remplacer en fait par ça. Ok? Donc ça fait ça. Donc ça fait que U de H, alors ça, F de Z plus H moins F de Z, je vais passer de l'autre côté, c'est somme de F le long de phi. Et puis l'autre c'est moins F de Z, ça c'est une constante, hein. Enfin ça dépend de Z quoi. Somme de G le long de phi. Donc je rentre dans l'intégrale, ça fait ça.
Et j'applique maintenant le chemin phi. Ça fait somme de 0 à 1 de f de z plus th, puisque c'est ça, hein. Phi de t c'est z plus th, moins f de z g en z plus th, phi prime de t dt. Alors, phi prime de t, quand je dérive ça, par rapport à t, ça fait h. Ça, g est une fonction constante, donc ça fait 1. Donc ça fait ça. Le h, je peux le sortir de l'intégrale, ça fait ça. Et quand je divise par h, u de h sur h en module, va donc être égal à ça. Donc inférieur ou égal, ça c'est du classique, hein. Je fais rentrer le module dans l'intégrale. Et ça, j'observe que z plus th moins z en module, ça fait module de th. Donc inférieur ou égal à module de h qui est inférieur à epsilon. Donc c'est inférieur à epsilon. Donc quel que soit epsilon positif, j'ai su trouver nu positif tel que dès que h en module est inférieur à nu, f de z plus h moins f de z sur h moins f de z en module est inférieur ou égal à epsilon. Ça veut dire que la limite de ce truc-là quand h tend vers 0 est égale à f de z. Quel que soit z appartenant à u. Donc ça veut dire que f est dérivable et que grand f' est égal à f. Et c'est bien ce que dit 1. Parce que 1 est dit f admet une primitive grand f. Longueur d'un chemin. Alors on va aller très vite parce que c'est pareil que pour les fonctions de R vers R2, et ça on l'a déjà étudié. Donc j'ai gamma un chemin différentiel par morceau, la longueur, ça va être ça. D'accord? Donc ça. Et théorie de l'intégration, c'est indépendant de la subdivision. Si j'ai deux chemins équivalents, alors ils ont même longueur. Donc là j'écris la longueur de gamma. Si phi et gamma ont même sens, θ' est positif, θ est croissant, et je vous laisse vérifier, hein, la valeur absolue de θ' c'est donc θ', et donc le reste se déroule tout seul, je fais le changement de variable, et j'obtiens bien la longueur de phi. Sinon θ' est négatif, donc la valeur absolue est égale à moins θ'. Après le reste c'est pareil, sauf que comme θ est décroissant, θ de A0 ça va être D, alors tout à l'heure c'était C. Et θ de AN ça va être C, tout à l'heure c'était D. Donc ça fait ça, ça, et on obtient bien la même longueur encore. Deux chemins différentiels par morceau, la longueur du chemin obtenu par juxtaposition, c'est la somme des deux longueurs. Démonstration, je rappelle la définition, et je vois que module de alpha' est égal à module de gamma' sur AB, et que module de alpha' est égal à module de phi' de t plus c moins d sur l'autre segment. Donc la longueur va être égale à la somme de ces deux longueurs-là, et là je fais un petit changement de variable qui me ramène à ça, et donc j'obtiens bien la somme des deux longueurs. Un exemple avec un arc de cercle, sur un cercle de rayon R, je vais de 0 à θ, gamma est C1, gamma' de t est égal à IR exponentialité, longueur est égale à somme de 0 à θ de module de IR exponentialité dt. Module de I ça fait 1, module d'exponentialité aussi. Donc j'obtiens ça, Rθ, c'est normal, hein, c'est la longueur d'un arc de rayon R et d'angle θ. F, une fonction continue d'un ouvert U de C vers C. Gamma, un chemin différentiel par morceau. F rond gamma, bien sûr, est continu sur AB. Et donc ça, le module de F rond gamma va être majoré, et ça prendra la valeur. Hein. Donc c'est un réel M supérieur à 0. D'accord? Et donc c'est le sup de module de F sur l'image de gamma. Et on a alors, c'est ce qu'on va démontrer, module de l'intégrale de F sur gamma, le long de gamma, qui est inférieur ou égal au sup de F multiplié par la longueur de gamma. Démonstration, ça c'est égal à ça. D'accord? Donc je sépare en deux modules. Et puis là, je dis que ça c'est inférieur ou égal à F. Oui, je fais d'abord rentrer le module sous l'intégrale. D'où cette inégalité. D'accord? Puis je sépare le module en deux. Et ensuite, je dis que ça c'est inférieur ou égal à M. Le M, je le fais sortir. Et donc j'obtiens ça. M, longueur de gamma, c'est exactement M, longueur de gamma. C'est exactement ce que je voulais. Théorème.
U est un univers de C étoilé par rapport à Z0, F une fonction continue de U vers C. On suppose que pour tout chemin triangulaire T de U ayant pour sommet Z0, on a somme de F le long de T est égale à 0. Alors F admet une primitive grand F, et bon, bah ça on le sait, hein, à partir du moment où il y a une primitive, l'intégrale de F le long d'un lacet gamma est égale à 0. Donc on a juste à démontrer qu'il y a une primitive. On prend Z appartenant à U, on considère ce chemin-là, qui appartient à U, enfin qui est inclus dans U, parce que U est étoilé par rapport à Z0, et F, la fonction qui a Z appartenant à U, associe l'intégrale de F le long de Z0Z, segment Z0Z. F est continu en Z, donc quel que soit epsilon positif, il existe une boule de centre Z et de rayon R positif inclus dans U, tel que si on a ça, on a ça. On considère le chemin triangulaire gamma, donc qui passe par d'extrémité Z0, hein, pour être dans ces hypothèses, qui passe par Z et Z plus H, et donc on a ça. Donc je décompose, je sais que c'est la juxtaposition de ces segments, et là je considère l'opposé, le chemin opposé, et donc j'obtiens cette égalité. Et là je reconnais grand F de Z plus H, grand F de Z, et donc j'ai ça. Et je considère le chemin gamma, ici, qui fait ça, donc gamma prime de T est égal à H, et donc le somme de F le long gamma est égal à ça. Du coup, en divisant par H, j'obtiens, et je l'appelle G de H, que F de Z plus H moins F de Z sur H, pour H différent de 0, est égal à la somme de 0 à 1 de F de Z plus TH dt. Donc, si je prends le module et que j'enlève F de Z, le F de Z, je peux très bien dire que c'est somme de 0 à 1 de F de Z dt, et donc j'obtiens module de somme de 0 à 1 de F de Z plus TH moins F de Z dt. C'est inférieur ou égal à l'intégrale du module, et ça, je sais que puisque T appartient à 0,1 et que le module de H est inférieur à R, le module de TH va être inférieur ou égal à module de H, donc à R, et donc ça va être inférieur à epsilon grâce à ça. Et donc, j'obtiens que le module de G de H moins F de Z est inférieur ou égal à la somme de epsilon dt entre 0 et 1 qui fait epsilon. Donc, quel que soit epsilon positif, il existe une boule de centre Z de rayon R incluse dans U, telle que si module de H est inférieur à R et H différent de 0, alors on a ça moins ça qui est inférieur à epsilon, ce qui veut dire que la limite de F de Z plus H moins F de Z sur H quand H tend vers 0 est égale à F de Z, quel que soit Z appartenant à U. Donc F est dérivable en Z et F' de Z est égal à F de Z, quel que soit Z appartenant à U. Donc F est dérivable sur U et grand F' est égal à F, ce qui veut dire que F est la primitive de petit f, est une primitive, et donc qu'on a forcément ça qui est égal à 0, quel que soit le lacet gamma sur U. Voyons maintenant un théorème, plutôt un lemme, dû à Goursat, mathématicien français, moitié du 19e siècle jusqu'au premier quart du 20e siècle, spécialiste en analyse, et notamment en analyse complexe. U est un univers de C, F est une fonction holomorphe sur U, soit T0 un lacet triangulaire ABC, tel que le triangle plein, que je note comme ça, est inclus dans. Alors, la somme de F le long de T0 est égale à 0. Démonstration, on part donc du triangle, un triangle. Donc c'est vrai, quel que soit le triangle. Donc on part d'un triangle A0, B0, C0, puis on construit les milieux, et on recommence avec les milieux des différents triangles. C'est-à-dire au départ, là on a A0, B0, C0, et on construit les milieux. Et on va avoir, alors, c'est pas de tous les triangles, je vais expliquer comment ça se passe, mais ensuite on va construire les milieux d'un des triangles. Alors comment est-ce qu'on fait? Eh bien en fait, au rang n, donc on part cette fois-ci de AN, BN, CN, on construit donc A'N, B'N, C'N, okay, qui sont les milieux. Et le lacet Tn, donc c'est
AN, C', alors on choisit un lacet TN que j'appelle AN, C'N, B'N, alors je monte. AN, C'N, B'N, A'N, C'N, B'n, A'N, Cn, B'N, C'N, A'N, B'N, AN. D'accord. Chacun, alors il y en a qui sont utilisés 2 fois dans des sens différents et les autres qu'une fois. Et on s'intéresse à l'intégrale de f le long de ce lacet Tn. D'accord. Et donc, je vais l'écrire comme ça. Bon, ça c'est évident. Hein. Et je vais en regrouper certains. Alors, il y en a qui sont déjà des lacets, comme celui-là. Je vais regrouper I1 et I6 qui vont me faire un triangle AN, C'N. Alors, AN, C'N, B'N, AN. D'accord. Donc ça, je l'appelle T1, ce triangle. Ça, c'est T2, ça, c'est T4. Alors, T2, je l'ai mis là, T4, je l'ai mis là. Et puis, il y a un autre triangle obtenu à partir de I2 plus I4 qui fait la somme le long de B'N, A'N, Cn, et c'est un lacet, hein, B'N, bien sûr. D'accord. Et ça va être le triangle T3 qui est ici. Alors, le module de IN va être inférieur ou égal à la somme des modules, d'accord, sur chacun des triangles. Je vais m'intéresser au module le plus grand qui est pris, alors je vais l'appeler en Tn plus 1 au lieu de, d'accord, et donc ça fera 4 modules de f le long de Tn plus 1, où ça c'est le sup des modules des intégrales de f le long de Tk. Le plus long, Tn plus 1, va être égal, forcément, que ça soit celui-là, celui-là, celui-là ou celui-là, la longueur de son périmètre, la longueur du chemin, c'est un demi de la longueur de AN, BN, CN. C'est un simple théorème de Thalès. Le triangle Tn plus 1 est renommé, hein, parce que, alors, si c'est celui-là, bah, par exemple, ça va être AN plus 1, enfin, il faudra pas partir quand même du bon. Hein. Donc, le triangle est renommé AN plus 1, BN plus 1, CN plus 1. D'accord. C'est un des 4 triangles que j'ai dit ici. Voilà. Alors, AN plus 1, c'est AN, ou A'N, ou B'N. Alors, si c'est AN, ben, AN plus 1 moins AN fait 0. Et puis sinon, ben, je peux dire que AN plus 1 moins AN, de toute façon, va être forcément inférieur, même si c'est 0, au sup de ces deux-là. Donc, inférieur ou égal à la longueur de Tn. Alors, une simple récurrence sur cette propriété-là montre que longueur de Tn, c'est égal à 1 sur 2 puissance n, longueur du triangle de départ ABC, bien sûr. Donc, AN plus 1 moins AN plus moins AN va être inférieur ou égal à 1 sur 2 puissance n, longueur de T0, donc tend vers 0. AN plus P moins AP, c'est la somme pour de n jusqu'à n plus P moins 1, enfin, c'est le module de la somme de ces trucs-là. Donc, c'est inférieur ou égal à la somme des modules, qui est inférieur ou égal à la somme de n à n plus P moins 1, longueur de T0 sur 2 puissance K, et en factorisant 2 puissance n, ça me fait ça. Donc c'est égal à longueur de T0, c'est inférieur ou égal, non c'est égal à longueur de T0 sur 2 puissance n, multiplié par ça, donc c'est inférieur ou égal, parce que ça nous fait 1 demi, à longueur de T0 sur 2 puissance n moins 1 qui tend vers 0. Donc si je prends epsilon positif, il existe n, tel que n supérieur ou égal à n, implique qu'on ait ça. Mais à ce moment-là, celui-là, grâce à ça, d'accord, va être inférieur à epsilon, quel que soit n appartenant à n et quel que soit p de positif. Donc la suite à n va être de Cauchy, comme c est complet, elle converge. D'accord. Elle converge et sa limite, j'appelle z0. La longueur de Tn est égale à ça, inférieur ou égal à la longueur de T0 sur 2 puissance n, tend vers 0. Donc, comme AN, donc ça veut dire qu'ils vont tous tendre vers 0. Donc AN moins BN va tendre vers 0, CN moins AN va tendre vers 0, et comme AN tend vers Z0, on en déduit que BN et CN aussi. Donc ils tendent tous vers Z0. Quel que soit N appartenant à N, le triangle plein Tn plus 1 est inclus dans le triangle Tn, donc par une récurrence facile, on a ça, quel que soit N supérieur ou égal à N.
je prends donc soit n appartenant à n supérieur ou égal à n, puisqu'on a ça, AN appartient à l'adhérence de Tn. C'est un triangle plein, c'est un fermé, donc il appartient dedans. Il appartient à Tn bar. Donc il va appartenir à ça. D'accord AN appartient à Tn. Ici c'est un petit n. Voilà. Donc il va appartenir, puisqu'il y a cette inclusion, à celui-là. Car Tn bar est fermé. Là c'était le Tn. Voilà. Donc, je trouve que Z0 appartient à Tn bar, quel que soit n appartenant à n, parce que j'ai pris un n quelconque. Donc, Z0 appartient à T0 bar, qui est inclus dans U. F est holomorphe en U, donc Z0, donc, parce que c'est important de savoir que Z0 est dans U quand même. Hein. Donc, quel que soit epsilon positif, il existe R positif, tel que si Z appartient à la boule ouverte de centre 0 et de rayon R, eh bien, on est ça, avec G, qui est égal à fz0 moins plus f'z0 facteur de z moins z0. C'est la différentielle de f en z0. A, n, b, n, c, n tendent vers z0, donc à partir d'un certain rang, les a, n, b, n, c, n sont dans cette boule, et on fixe un n supérieur ou égal à n. On considère g, cette fonction-là, qui est donc une primitive de g, d'accord? C'est une primitive, est une primitive de g. Et je prends le lacet Tn et je suis sûr, puisque j'ai une primitive, et que j'ai un lacet, que ça, c'est égal à 0. Je le sais, je l'ai déjà démontré. Donc la somme de f le long de Tn va être égale à la somme de g. Moi, j'écris que f est égal à g plus f moins g. Ça fait 0. Donc il ne reste plus que ça. Donc quand je prends le module de ça, c'est inférieur à ça, qui est inférieur ou égal à la somme du module de f moins g le long de Tn. Et f moins g, je sais que c'est inférieur ou égal à epsilon, parce que je l'ai écrit ici, z moins z0, le long de Tn. Je peux faire ça parce que Tn, il est dans la boule z0r. Alors ça, il faut que je le dise. Ça, Tn va être inclus dans la boule de z0r. D'accord si on faisait un dessin, d'accord, j'ai Z0, puis j'ai AN qui est dedans, j'ai BN qui est dedans, j'ai CN qui est dedans, et donc en fait, la convexité de la boule fait que tout le triangle plein va être dedans, d'accord? Donc j'arrive là, et j'ai presque fini la démonstration. Je vous rappelle qu'il faut démontrer que cette intégrale est égale à 0. La fin de la démonstration, on a donc ça et on a vu que Z0 appartient à l'intérieur du triangle Tn, donc on a ça. Alors ça, je le démontrerai après. Donc on a ça qui est inférieur ou égal à epsilon longueur de Tn multiplié par sub des z moins z0, et on vient de dire que ça est inférieur ou égal à la longueur de Tn sur 2, donc ça me fait ça. Et donc, ça me fait ça, je remplace longueur de Tn par longueur de T0 sur 2 puissance n. Donc, ça fait ça. Par ailleurs, on a vu que le module de l'intégrale de f le long de Tn est inférieur ou égal à 4 module de l'intégrale de f le long de Tn plus 1. Et donc, par une récurrence facile, on se ramène à T0 et on voit que le module de f le long de T0 est inférieur ou égal à 4 puissance n module de f le long de Tn. Et donc, du coup, le module de l'intégrale de f le long de T0 va être inférieur ou égal à 4 puissance n, et ça, je le majeure par ça, donc ça fait ça. Donc les 4 puissance n s'en vont, il reste ça, et je fais tendre epsilon vers 0. Et j'obtiens que la somme de f le long de T0 est égale à 0, et c'est bien le résultat. Quant à étoile, il s'agit de démontrer que pour un triangle T égale ABC de point ZZ' à l'intérieur du triangle plein, on a Z' moins Z qui est inférieur ou égal au périmètre divisé par 2. Supposons que B moins C soit le plus grand des trois côtés. La parallèle à ZZ' passant par B va couper AC en M', et je construis le parallélogramme ZZ', M', Bon, tout simplement en faisant Z' moins Z égale M' moins M. Alors, je vais avoir Z' moins Z. Bon, quelle que soit la configuration, va être inférieur ou égal à M' moins B.
qui est lui-même inférieur ou égal à BC. Alors c'est de la géométrie, ça mériterait d'être démontré, mais j'ai pas le temps ici dans un cours d'analyse. Hein. Mais c'est un exercice intéressant, et pas si évident que ça d'ailleurs. Hein. Mais on a ça, et donc on a ça. Et ça c'est forcément inférieur ou égal au périmètre sur 2, parce que sinon on aurait deux fois ce truc-là qui serait plus grand que ça, et donc ce qu'on simplifie C moins B, ça nous ferait ça, ce qui est contraire à l'inégalité triangulaire, d'où le résultat. Théorème de Cauchy ou de Cauchy-Boursard, U est un ouvert étoilé en Z0, plutôt Cauchy d'ailleurs, et F de U vers C holomorphe. Alors F a une primitive grand F sur U, et ça c'est automatique, la somme de F le long gamma est égale à 0 pour tout lacet gamma sur U. Démonstration, F est holomorphe, donc pour tout lacet triangulaire T égale à BC tel que l'intérieur soit dans U, on a somme de F le long de T qui est égale à 0. Ça c'est ce qu'on a démontré avant. Donc pour tout lacet triangle, je prends des lacets maintenant qui sont d'extrémité Z0 et on aura ça. D'accord? Mais F est holomorphe, elle continue. Donc elle est continue et on a ça pour tout lacet triangulaire de sommet Z0. Et donc on en déduit, théorème qu'on avait vu avant, que F admet une primitive grand F sur U. Et on sait qu'alors on a ça, quel que soit un lacet gamma de U. Introduction à la notion d'indice. On a Z0 qui appartient à C, un réel R positif, ouvert U égale C moins Z0, ouvert connexe par arc, donc connexe. Et on prend le lacet C1 différentiable gamma, qui est à T appartenant à 0 de pi, associe Z0 plus R exponentielle INT. On se balade donc sur ce cercle. Quand T varie de 0 à 2π, gamma t effectue n tours complets du cercle de centre 0 et de rayon R. I, cette intégrale est définie parce que la fonction est continue sur U et que l'image de gamma est inclue dans U. D'accord ? Et I est égal à ça. Alors après, je vous laisse voir, hein, gamma prime de t, ça fait ça sur ça, et donc ça fait ça. Et donc on voit que 1 sur 2 pi somme de dz le long de gamma, dz sur z moins z0 le long de gamma, est égal à un nombre entier. C'est l'indice de z0 par rapport à gamma. Donc l'indice de z0 par rapport à un lacet, cette fois-ci un lacet quelconque, donc on a la même hypothèse, gamma un lacet différentiable par morceau, et l'indice de z0 par rapport à gamma est défini comme ça. Et on peut aussi le noter comme ça. Alors, on va démontrer qu'il appartient à Z. On prend une subdivision de AB, comme l'image de gamma est inclue dans U, et que cette fonction est continue, celle-là est définie, et on sait que c'est somme des IK, avec les IK qui sont égaux à ça, soit phi, la fonction qui, à t appartenant à B, associe somme de A à t de gamma prime de U du sur gamma de U moins Z0. Phi est bien défini, continu, parce que gamma prime est continu par morceau sur AB, et on prend f, la fonction qui a t appartenant à B, associe exponentielle phi t sur gamma t moins z0. Elle aussi, elle va être continue, puisque tout est continu. Dérivable, parce que, alors dérivable sur chaque intervalle à k plus 1, puisque gamma et phi le sont. Et donc, la dérivée, c'est phi prime de t, est égal, je dérive ça, c'est phi prime de t exponentielle phi t sur ça, moins, et là je dérive, gamma prime de t exponentielle phi t sur gamma de t moins z0 au carré. Mais quand on a ça, et donc phi prime de t est égal à gamma prime de t sur gamma de t moins z0. Et donc je remplace phi prime de t par gamma prime de t sur gamma t moins z0 et j'obtiens ça, donc j'obtiens que f prime de t est égal à 0 sur chaque intervalle comme ça, donc que f est constante sur chaque intervalle et comme f est continue sur AB, f est constante sur AB, donc égal à k. Mais f de a c'est exponentielle phi a sur gamma moins z0, et exponentielle phi a c'est 0, donc ça fait 1 sur gamma
moins Z0. Et f de B, lui, est égal à exponentielle phi B sur gamma B moins Z0, mais gamma est un lacet, donc gamma B est égal à gamma A. Donc ça fait exponentielle phi B sur gamma A moins Z0, donc ça fait exponentielle phi B fois ce truc-là. Alors la constante K qui est égale à f de A, ben, ça va faire ça, c'est différent de 0, et en même temps il faut que ça fasse ça, c'est-à-dire exponentielle phi B fois K. Et donc comme K est différent de 0, exponentielle phi B est égal à 1, ce qui veut dire que phi B est égal à 2ip pi, où P appartient à Z. Mais phi B c'est quoi? C'est ça. Donc l'indice, lui, qui est égal à ça, va être égal à ça divisé par 2i pi, et donc ça fait P, qui appartient à Z. Et donc c'est terminé. Remarque rapide, dans la démonstration précédente, on avait f de t égale constante, et donc on a ça, et gamma t moins z0 est égal donc à 1 sur k exponentielle phi t avec ça. K est égal à exponentielle phi de a sur gamma a moins z0, donc qui nous fait ça, si bien qu'on obtient ça. Alors je prends R, ça si vous voulez je vais séparer partie réelle, partie imaginaire. Alors exponentielle de la partie réelle, ben, j'appelle grand R cette fonction, et puis θ c'est la partie imaginaire. Si bien je me trouve avec exponentielle phi t qui est égale à, alors je le divise par 2pi, hein, pour avoir exponentielle 2i pi θt, sinon j'aurais eu i θt. Θ de A est égal à 0 parce que phi de A est égal, phi de A c'est égal à 0, hein, d'accord, voilà. Donc la partie imaginaire ça fera 0, donc θ de A est égal à 0. Alors cet angle-là, c'est l'angle, alors, je pars au départ, donc je suis en A, puis à un moment donné, je suis en M. Ça c'est M0. Donc j'ai cet angle-là qui est égal à ça, qui est égal à 2pi θt. D'accord? Alors phi de B est égal à 2i pi p, où P est l'indice, donc θ de B est égal à P. Pour T égale B, j'ai M de B qui est égal à B, c'est-à-dire j'arrive ici. Et donc j'ai cet angle-là qui est égal à 2 pi p. Alors θ est continu sur I, et donc il prend toutes les valeurs entre θ égale 0 et θ b est égal à P, et on peut dire que θ compte le nombre de tours. Hein. Alors c'est grâce à ça qu'on voit ça, hein, grâce à la formule 1. Hein. Ici cet angle est égal à ça. Donc θ compte le nombre de tours fait par effectué par gamma autour de M0 dans le sens direct. Parce que je pars ici là en A en fait, hein, le point A il est ici, je pars. Donc là je fais un tour, d'accord? Là j'ai fait 2 tours, mais je peux très bien ensuite rebrousser chemin. Donc là je veux dire que j'ai fait qu'un tour. Et je rebrousse à niveau, d'accord? Donc là je suis à 2 tours, et puis c'est un lacet, il faut bien qu'à un moment donné je boucle, et là j'arrive à P égale 3 tours. On va démontrer deux lemmes avant de passer à un théorème important sur les indices. Gamma, un lacet différentiable par morceau de AB vers C. Gamma I évidemment est compact, donc fermé, et donc U égale C moins gamma I est ouvert. Alors l'application phi qui a Z appartenant à U associe l'indice de Z par rapport à gamma est continue. Démonstration, Z0, on prend Z0 appartenant à U. Donc il existe une boule de centre Z0 incluant U parce que U est ouvert, soit K, la boule fermée de centre 0 et de rayon R sur 2, elle est incluse dans celle-là, donc incluse dans U, et K est fermé, borné, donc compact. Gamma I et K sont compacts, comme K est inclus dans U, K inter gamma I est égal à vide, hein, puisque U c'est C moins gamma I. Donc la distance entre ces deux compacts, c'est-à-dire ça, l'inf des distances entre un élément de K et un élément de gamma I, est égale à D0 et est strictement positif. Ça c'est le cours de topologie. Alors B, on considère la boule ouverte B de centre Z0 et de rayon R sur 3 qui est inclus dans K, donc on a toutes ces inclusions. Et on regarde F défini sur B croix I. Et qu'est-ce qu'on peut dire? Eh bien, quel que soit Z appartenant à B, cette fonction-là,
Donc on fixe Z. Ça, c'est une fonction continue par morceau, donc intégrable sur I. Quel que soit T appartenant à I, donc cette fois-ci on fixe T, mais il est évident que Z appartenant à B donne ça est continu. Alors maintenant, quel que soit T, Z et T appartenant à B et I, module de FZT est égal à ça. Et ça, c'est inférieur ou égal à ça, parce que ça, c'est supérieur ou égal à ça. D'accord? Vu que T appartient à I et que Z appartient à B. Donc, la fonction T appartient à I donne... Alors, par ailleurs, la fonction T appartenant à I donne module de gamma prime de T sur D0, est évidemment continue par morceau, donc intégrable sur I. Donc, à l'aide de ces trois choses-là, et en appliquant le théorème de convergence dominée de Lebesgue, on en déduit que la fonction qui a Z appartenant à B a ceci, somme de A à B de f de xt dt est continue. Et ça, c'est exactement, alors il faut multiplier ensuite par 1 sur 2i, et on obtient que phi est continu sur un voisinage de tout Z0, parce qu'on est parti de Z0 appartenant à U. Donc phi va être continu sur U. Alors le second lemme, K est un compact de C, donc fermé, donc U égale, c'est toujours la même chose, C moins K est ouvert. Alors U admet une unique composante connexe non bornée CZ0, et il existe R positif, tel que K est inclus dans B0R, et dès que le module de Z est supérieur à R, on a l'assurance que Z appartient à la composante connexe de Z0. Voilà. Démonstration K est un compact, donc il est borné, donc on peut le mettre dans une boule, là, dans cette boule-là. X égale C moins la boule est non vide. Alors C moins la bulle sur mon dessin, mais j'aurais pu l'assurer, voilà, c'est tout ce qui n'est pas dans la boule. Donc il est non borné, alors il est non vide, il est non borné, il est inclus dans U, et l'extérieur d'une boule, bah, on peut relier les points en faisant une ligne polygonale, donc c'est connexe par arc, donc connexe. Les composantes connexes de U forment une partition de U, donc X en rencontre une, donc X inter CZ est différent du vide. Z0 appartient à X inter la composante de Z. Donc Z0 appartient à la composante de Z, donc les deux composantes de Z et de Z0 sont les mêmes. Z0 appartient au connexe X. Donc on sait que Z0 c'est le plus grand connexe qui contient Z0 et donc X est inclus dans CZ0. Quel que soit Z appartenant à U, module de Z supérieur à R implique que Z appartient à X, implique donc que Z appartient à CZ0 qui est donc non borné. Supposons que CU soit une composante connexe non bornée, alors il existe Z appartenant à CU tel que Z est supérieur à R. Mais alors, Z va appartenir à X, donc Z appartient à CZ0. Et donc, la composante de Z est égale à la composante de Z0. Mais Z appartient à U, à CU. Donc la composante de Z est égale à la composante de U. Et donc de ces deux choses-là, on en déduit que la composante de U est égale à la composante de Z0, ce qui prouve bien l'unicité de la composante connexe non bornée. Théorème, gamma un lacet, gamma I est compact, donc fermé, donc U est ouvert. On sait que phi, qui donne l'indice, est continu et prend ses valeurs dans Z. On va démontrer que phi est constante sur toute composante connexe de U et nulle sur l'unique composante connexe non bornée de U. Bon, première, Z appartenant à U, phi continue, et CZ connexe, donc l'image est connexe par phi. Donc, et on sait que phi de CZ est inclus dans Z. On appelle M phi de Z, hein, il appartient à Z. Supposons que phi de CZ soit différent de M. Donc A est non vide, soit P appartenant à A. Et là, je me suis trompé dans mon dessin. Je prends une petite boule de centre de rayon 1/3 autour de M. Et je vois bien que inter A, elle est égale à vide. Autrement dit, ça prouve que A est un fermé de phi de Z. Et donc M
va être à la fois ouvert et fermé du connexe phi de z. Et donc phi de z est égal à m, et donc phi est bien constante sur Cz. C0, l'unique composante connexe non bornée de U, il existe R positif tel que gamma I est inclus dans la boule de centre 0 et de rayon R, hein, d'accord, parce qu'elle est non bornée. Donc pour module de Z supérieur à R, on aura Z qui appartient à cette composante connexe parce que ça, c'est connexe par A, donc connexe. D'accord ? Module de Z, j'ai l'inégalité triangulaire qui va me dire que module de gamma T moins Z, module de gamma T moins Z, puisque ça c'est inférieur à R, va être supérieur à module de Z moins R, qui est positif, quel que soit T appartenant à I. Et donc, quand je m'intéresse à cette intégrale-là, module de phi de Z va être égal à 1 sur 2pi module de l'intégrale. Je fais rentrer le module dedans, et puis je majore 1 sur U moins Z en minorant U moins Z. Alors, U moins Z, je peux le je vais le minorer effectivement par module de Z moins R, hein, et donc l'intégrale va être inférieure ou égale à la longueur de gamma multipliée par 1 sur module de Z moins R. Et ça tend vers 0 quand module de Z tend vers plus l'infini. Donc il existe R' supérieur à R, tel que module de Z supérieur à R' implique que module de gamma de phi de Z est inférieur à 1,5. Donc à ce moment-là, phi de Z va être égal à 0 puisque phi de Z prend ses valeurs dans Z. Donc pour module de Z supérieur à R', on a module de Z supérieur à R, puisque R' est supérieur à R. Et donc Z appartient à la composante connexe, c'est 0. On a vu que phi est constante sur sur la composante connexe. Et on a C tel que, qui appartient à cette composante connexe avec phi de Z égale 0. Donc ça veut dire que 0 est la seule valeur prise, ça j'utilise le petit 1, par phi dans ces éléments. Voilà. Alors là, j'ai fait un petit dessin qui explique ce qui se passe. Par exemple, ici, sur ce dessin-là, j'ai gamma. Bon, il y a une composante connexe là à l'intérieur, parce que c'est connexe par arc. Et puis là, on a la composante connexe non bornée. Donc ici, l'indice va être égal à 0. Alors là, comme il n'y a qu'un tour autour de Z1, j'ai déjà expliqué ça, l'indice va être égal à 1. Alors ici, par exemple, là, il y a 2, 3 composantes connexes. Donc ici, si je prends ce chemin-là, il fait un tour autour de Z1, mais en sens indirect. Donc je vais dire que son indice est égal à moins 1. Là, en sens direct, ça va être Z2. Puis dans la composante non bornée, l'indice de Z3 sera égal à 0. Alors les lacets que nous utiliserons le plus, alors ça sera surtout quand on appliquera le théorème des résidus, eh bien c'est le cercle. Alors lui, il a exactement 2 composantes connexes, l'intérieur, l'extérieur, donc ça et ça, d'accord. Donc à l'intérieur, l'indice est égal à 1, ça je l'ai déjà prouvé, et à l'extérieur à 0. Et puis le rectangle. Alors je vous ai mis là les 4 chemins, gamma 1, gamma 2, gamma 3, gamma 4, qui n'en font qu'un. D'accord. Et là il y a 2 composantes connexes. Il y a l'intérieur, caractérisé comme ça. Donc c'est connexe par arc. Et puis il y a l'extérieur. Il suffit qu'il y ait une condition qui ne soit pas la bonne. Donc ça, ou ça, ou ça, ou ça. Connexe par arc aussi. Donc, à l'intérieur, 1, à l'extérieur, 0. Alors, le 1 ici, je l'ai déjà justifié en disant que quand il n'y a qu'un tour, c'est 1. Et j'ai expliqué pourquoi ça marchait. Mais là, je me propose de le redémontrer à la main. D'accord? Donc, en fait, on va dire que l'indice de Z par rapport à gamma, qui est l'indice de Z0, enfin le Z là, il est n'importe où, hein, mais peu importe, c'est l'indice de Z0 par rapport à gamma, puisque c'est le même à l'intérieur de la composante connexe. Donc il va être égal à ça. Donc voilà, j'ai décomposé en 4 intégrales. Et je vais mettre ces deux-là ensemble, ces deux-là ensemble. Donc les deux premières, I1 plus I3, bon je laisse vérifier. Je multiplie par B moins IT.
Et puis après, il y a quelques changements, quelques multiplications. Le but du jeu, c'est de faire apparaître de l'arc-tangent. Là, c'est impair, ça disparaît. D'accord? Et puis à la fin, j'obtiens facilement 4i arc-tangente A sur B. Puis je mets les deux autres, 2 et 4. Alors là, c'est pareil. Hein. Donc, ça fait ça. Et là aussi, il y a une impaire, ça fait 0. Et puis, il reste ça. Je vous laisse, c'est que du calcul. Hein. Et donc, l'indice de Z par rapport à gamma, ça va être 1 sur 2 pi fois ce que je viens de trouver, 4i, vecteur de arc tangente A sur B. Alors, si je l'appelle θ, ce truc-là, plus arc tangente B sur A. Et ça fait évidemment pi sur 2. D'accord? Donc, ça fait 1 sur 2 pi fois 4i pi sur 2. Donc, ça fait 1. Voilà. Un dernier exemple de l'essai très utilisé, c'est le demi-cercle. Avec gamma 1 et puis gamma 2. Alors, et donc gamma est égal à gamma 1 union gamma 2. Redémontrons directement que l'indice est égal à 1. Donc on prend d'abord AN égale, au lieu de prendre A, on prend AN égale Z0 plus IR sur N. N supérieur ou égal à 2. Donc je calcule somme de 1 sur Z moins AN, là-dessus, puis là-dessus. Donc là-dessus, je fais la première intégrale que j'appelle IN. Donc, je vous laisse vérifier que c'est ça. Hein. C'est du calcul bête et méchant. Et là, je remarque que j'ai une fonction exponentialité sur exponentialité moins x qui est continue, comme ça. Et donc, je vais pouvoir faire tendre x vers, quand x tend vers 0, bah, l'intégrale de ça, sauf que là c'est x, ça tend vers l'intégrale d'exponentialité sur exponentialité. Autrement dit, quand n tend vers plus l'infini comme i sur n tend vers 0, ça tend vers la somme de 1, ce qui fait i pi. Jn, Jn c'est somme de moins r à r, donc de dt sur... Donc là je vais avoir z0 plus t moins z0 plus ir sur n, donc ça me fait ça. Donc je multiplie par le conjugué et je sépare en deux. Et là j'ai une intégrale qui est impaire, donc ça va faire 0. Et puis là, il y a de la bidouille, c'est pas de la bidouille, hein, mais il faut faire apparaître le 1, donc on va multiplier par n2 sur r2, d'accord? Voilà. Le ir sur n, c'est celui-là. Et donc on se retrouve avec ça, et là on aperçoit la primitive, mais il faut compenser par r sur n. Donc ça fait 2i arc tangente n. Et ça, quand n tend vers plus l'infini, ça tend vers arc tangente plus l'infini, c'est-à-dire pi sur 2. Donc ça tend vers i pi. Alors maintenant, je vais fixer a, c'est plus an, mais je vais dire que l'indice de a, qui est à l'intérieur, hein, qui est dans la composante connexe bornée, il va être égal à l'indice de n'importe quel autre élément dans la composante bornée. Et donc je vais prendre an. Et donc là, ça fait 1 sur 2 i pi fois in plus jn. Et in plus jn, ça fait i pi plus i pi. Donc ça fait 1. D'accord? Quel que soit n. Et, enfin, là, j'ai fait tendre n vers plus l'infini. Mais lui, il est fixe. Donc l'indice de a par rapport à gamma, c'est égal à 1. D'où le résultat.